3 fois plus que la population européenne actuelle, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, pour répondre potentiellement à ces besoins en énergie de la population et des entreprises, le continent africain bénéficie d'un des plus grands potentiels de production d'énergie renouvelable au monde, avec une capacité estimée à 10 terawatts. Alors, terawatt, c'est un terme un peu très technique, mais pour vous donner une comparaison ou un exemple, les USA aujourd'hui ont une capacité estimée à 28 terawatts. Donc, la capacité estimée potentielle du continent équivaut à près d'un tiers de la capacité aujourd'hui aux États-Unis. Donc l'Afrique aurait la capacité de passer directement à une nouvelle ère en matière énergétique sans franchir les différentes étapes qu'ont pu connaître les pays développés, à savoir l'utilisation d'énergies fossiles comme le gaz, le pétrole et le charbon avant et encore aujourd'hui, parce qu'on a dû faire face à la crise énergétique liée à la crise russe. Voilà, donc à cet égard, l'utilisation décentralisée de l'énergie solaire pourrait constituer une véritable révolution, car le continent a un potentiel incroyable en termes d'énergie solaire. Il concentre 60% du potentiel solaire au monde et 40% des minéraux stratégiques nécessaires à la décarbonation. Si ce potentiel était pleinement exploité, on pourrait donner accès à près de 600 millions d'Africains supplémentaires d'ici à 2030, avec évidemment des effets directs sur la croissance économique et sur la consommation, donc avec un marché exponentiel, ce qui pourrait donner, par exemple, à titre d'exemple, un nombre de foyers équipés de réfrigérateurs qui passerait de 80 à 200 millions, ce qui est considérable. Voilà, si ce potentiel est pleinement exploité, ça pourrait avoir des effets directs incroyables sur la croissance économique du continent. Plusieurs pays africains ont mis en place ces dernières années des mesures incitatives pour promouvoir le développement des énergies renouvelables, un nouveau cadre juridique et réglementaire, des cadeaux fiscaux, etc. C'est la partie dont on va vous parler, Ashley, tout de suite. Merci Michel. Alors, le développement des énergies renouvelables sur le continent est soutenu par diverses stratégies de promotion mises en place par les États. Ces stratégies varient selon les pays, mais nous avons pu identifier deux approches communes, à savoir les incitations financières et fiscales à travers des subventions directes, des crédits d'impôt ou des exemptions fiscales afin d'encourager l'installation de technologies renouvelables. Deuxièmement, nous avons identifié également les politiques et réglementations favorables à l'instauration de cadres juridiques. Prenons l'exemple du Ghana qui a introduit en 2016 le Renewable Energy Master Plan destiné à augmenter la capacité d'énergie renouvelable du pays à l'horizon 2030. Dans la même veine, nous avons le cas du Rwanda, également en 2016, qui a adapté son cadre juridique pour faciliter les partenariats publics-privés dans le domaine des énergies renouvelables. Ensuite, pour finir avec les exemples, nous avons le Kenya qui, en 2019, a adopté plusieurs textes de loi destinés à réguler la mobilisation des fonds nécessaires au développement des énergies renouvelables. Ces trois pays ont notamment profité de la réduction des coûts de production et de stockage de l'énergie. Cette baisse des coûts rend les projets d'énergie renouvelable plus abordables et donc plus réalisables. Selon Bloomberg Energy Finance, une organisation spécialisée dans l'analyse des marchés de l'énergie, le prix des batteries lithium-ion devrait diminuer de 40% au cours des 5 prochaines années. Les batteries lithium-ion sont essentielles pour le stockage de l'énergie produite par des sources renouvelables comme le solaire et l'éolien. Ces sources d'énergie ne produisent pas d'énergie de manière constante, d'où le terme énergie renouvelable intermittente. Une baisse significative du coût de ces batteries rend le stockage de l'énergie plus économique, facilitant ainsi une adoption plus large des énergies renouvelables. Il est clair que ces initiatives jouent un rôle crucial dans la transition énergétique du continent. L'objectif principal est d'attirer les investissements et d'assurer la durabilité de ces projets. Cependant,
Pour garantir le succès et la pérennité de ces projets, il est tout aussi important de considérer les aspects correspondant à la phase de construction et de réalisation de l'ouvrage. À cet effet, nous allons explorer les couvertures d'assurance construction importantes dans le cadre de projets ENR. Ça, c'est ta tasse de thé, hein. Faut dire. Alors, afin d'illustrer ces couvertures d'assurance, nous avons fait un focus sur deux projets de construction de centrales photovoltaïques, un projet au Maroc et l'autre au Sénégal. Dans un premier temps, nous avons la couverture d'assurance de base dans le cas de construction de panneaux photovoltaïques. C'est la tout risque montage essai, TRME. Cette assurance prend effet à la date de début des travaux et se termine à la réception effective de l'ouvrage. En règle générale, les assurés pendant la période des travaux sont le souscripteur du contrat, évidemment, le maître d'ouvrage, l'architecte, en tout cas tous les intervenants et toutes les entreprises, ainsi que le sous-traitant pour les tâches qu'ils accomplissent sur le site du chantier. Cette couverture couvre les dommages matériels qui peuvent survenir pendant la phase de construction et de montage des installations d'énergie renouvelable. Elle inclut très souvent les erreurs de conception, le vol, l'incendie ou encore les événements naturels. Nous, en tant que courtier, nous informons notre client et l'accompagnons dans la préparation du dossier technique à soumettre aux assureurs afin d'obtenir des cotations, soit indicatives dans le cadre d'appel d'offres, soit des cotations fermes lorsque le marché est signé avec le donneur d'ordre. Afin de constituer ce dossier technique à soumettre aux assureurs, il nous faut des éléments indispensables. Nous proposons un questionnaire détaillé pour que le client, le prospect, puisse nous décrire en fait son projet plus en détail afin de comprendre les enjeux aussi autour de ce projet. Ensuite, nous demandons une copie du marché, notamment le cahier des clauses techniques, qui détaille les travaux de façon très précise et toutes les prestations à réaliser dans le cadre de ce projet. Bien évidemment, il nous faut visualiser le projet, donc il faut un plan général avec un plan de situation et un plan de masse. Ensuite, afin d'avoir une vision globale du projet, il nous faudra un planning détaillé de la date de début des travaux, de la date où chaque lot sera mis en place pour déterminer l'importance des phases de construction du chantier. Pour finir, un élément très important, c'est le rapport d'études de sol. Lorsqu'on parle d'études de sol, on fait référence à un ensemble d'analyses et d'investigations menées sur le terrain où sera érigée une construction. Cette étude permet à l'assureur de comprendre les caractéristiques physiques et mécaniques du sol déterminantes pour la sécurité et la viabilité de tout projet de construction. Dans le cas de notre projet pour le Maroc, par exemple, il s'agissait de construction de panneaux photovoltaïques flottantes et sur la base des éléments de ces techniques qu'on a fournis à l'assureur, nous avons pu déterminer un taux de prime net environ de 3,60 du mille pour un montant de 130 millions de dirhams, par exemple, pour donner un exemple sur le taux de prime. Donc, la prime, il faut préciser que c'est pour une centrale photovoltaïque flottante. C'est ça, oui. Donc, quand même, bien exactement, plus élevé. c'est ce que j'ai précisé. Pour 100 millions de dirhams, ça fait 12 millions d'euros. À peu près, oui. Et je précise également que ce taux peut varier à la hausse ou à la baisse. Tout dépend de la nature et de la situation géographique du risque. Voilà. En complément de la TRME, nous avons la responsabilité civile décennale. Le taux de prime se rapproche des 10 pour 1000 environ. Pourquoi c'est autant élevé? C'est une couverture déjà de 10 ans à compter de la réception des travaux. Les assureurs ont généralement besoin de support des réassureurs pour couvrir le risque. Il faut savoir aussi que cette couverture d'assurance est soit obligatoire ou recommandée selon le pays ou le contrat de marché. Elle couvre les dommages qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou les dommages qui rendent cet ouvrage impropre à sa destination. La compagnie d'assurance, bien sûr, a besoin d'éléments techniques comme les rapports RD0 de définition des risques techniques, le rapport RD6 qui marque la fin des travaux et qui conclut sur les risques rattachés aux éventuelles réserves. Pour finir aussi, afin de déterminer l'assiette de prime de la décennale, il nous faut la ventilation lot par lot de la somme assurée. En complément de ces deux couvertures d'assurance présentées,
Nous recommandons des extensions telles que la perte d'exploitation anticipée aussi, qui peut être adossée à la TRME. Notre expertise chez Ascoma nous permet de faire des recommandations pertinentes compte tenu de la nature des projets et du pays dans lequel les travaux sont effectués. À présent, mon collègue Michel va présenter le modèle adapté à l'Afrique concernant les énergies renouvelables. Merci. Alors, le modèle adapté, je ne sais pas s'il y a un modèle adapté, mais en tout cas, je pense que l'Afrique est à la recherche d'un modèle. Et comme on l'a pu le voir dans les slides précédents, le potentiel, en tout cas, est énorme au niveau des énergies renouvelables. Il est encore sous-exploité. Mais par contre, pour y arriver, l'Afrique devra surmonter plusieurs enjeux ou plusieurs freins. Notamment, le premier, c'est l'accès au financement. Le deuxième, c'est les mécanismes de garantie qui permettent de limiter les risques. Et ça, on le verra un peu plus tard avec Christian, quels sont les montages qu'on peut mettre en place pour limiter ces risques et puis répondre aux exigences des différents bailleurs. Et c'est aussi, mais ça c'est le problème principal de l'Afrique, c'est améliorer le climat des affaires, qui reste aujourd'hui encore un véritable frein aux investissements. Donc pour y parvenir, la capacité électrique de l'Afrique devrait doubler d'ici à 2030, c'est-à-dire passer de 260 à 510 gigawatts, ce qui est quand même assez considérable. Et les 2 tiers de cette capacité pourraient être renouvelables, donc principalement grâce aux infrastructures hydroélectriques et solaires. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas les interrogations qu'on a au niveau d'Ascoma, elles sont plutôt sur des projets d'ordre hydroélectrique ou bien solaire. On n'a pas de projet encore éolien ou de gros projets biomasse en Afrique. Même si au Sénégal, non, c'est en Côte d'Ivoire, la première centrale biomasse a été ouverte l'année passée. Donc ce processus de diversification électrique estimé à plus de 25 milliards de dollars par an, soit un peu plus de 6% du PIB du continent, permettrait à l'Afrique de voir son PIB de doubler d'ici à 2030 et deviendrait plus largement un catalyseur de développement socio-économique unique pour le continent. En gros, c'est notre souhait le plus cher et on pense que l'Afrique pourrait y arriver. En tout cas, elle est en train de mettre en place pas mal de mesures pour y arriver. Et donc, c'est véritablement un vrai vecteur de développement. Voilà. On vous a mis une carte ici où on peut voir les différents grands projets hydro et solaires sur le continent. Donc, un des gros projets dont on parle depuis plusieurs années, c'est celui de Inga en RDC, qui aurait potentiel de fournir l'électricité pour toute l'Afrique, voire plus, même de potentiellement exporter son énergie en dehors du continent. Voilà pour ma part. Je pense qu'on a balayé les différentes perspectives ENR en Afrique. Je vais laisser la parole à Christian qui va vous parler maintenant de toute la complexité des montages et des assurances liées au projet ENR. Et donc, pour ma part, je rebondis sur l'avalanche de chiffres fournis par Michel et le passage, en fait, d'une capacité déployée actuellement de 260 gigawatts à une capacité de 510. Donc, si mes bases de mathématiques sont bonnes, ça revient à ajouter 250 gigawatts de capacité de production d'électricité d'ici 2030. Donc, encore une fois, si je compte bien 2025-2030, ça me fait 5 années complètes. Ouais. Donc, ça me fait 50 gigawatts par an, dont on a dit un bon 2 tiers d'énergie renouvelable. Donc, on va partir sur un 38, qui fait un investissement énorme sur les énergies renouvelables de l'ordre d'une trentaine de milliards d'euros par an d'ici 2030. Michel l'a dit, un des enjeux primordiaux, finalement, c'est de pouvoir financer cela. Et comment se financent les énergies renouvelables? À notre connaissance, chez Verspiren, partout dans le monde, on est sur le même modèle. Et ce modèle, en fait, c'est important, je pense, pour n'importe quelle personne qui s'intéresse au développement des énergies renouvelables. Et ça a des répercussions sur les assurances. Donc, c'est le modèle de ce qu'on appelle le financement sans recours. Et je vous demande de bien suivre l'infographie qu'on vous propose.
Donc au centre, en fait, on a une personne morale qui s'appelle la SPV. Cette personne morale est celle qui va détenir les actifs, donc le petit pavé en haut à droite, là de la liste de droite, donc que ce soit la centrale éolienne, la centrale photovoltaïque, la centrale hydroélectrique. Donc la SPV, elle est propriétaire de ce bien-là. La SPV, généralement, elle fait partie d'un groupe, un groupe industriel, soit c'est un producteur d'énergie indépendant, soit ça peut être un industriel, disons un brasseur, un cimentier, qui a la volonté de sécuriser ses coûts d'énergie et donc qui développe une activité transverse sur son foncier pour y installer du photovoltaïque. Donc celui-là, il est à gauche du schéma, on l'appelle le sponsor. Donc ce sponsor, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient mettre du capital dans la SPV. En général, on constate qu'il vient mettre 15 à 20% des CAPEX qui seront mobilisés par la SPV. Et la SPV, ensuite, 15 à 20%, il faut bien couvrir les 80% manquants. Et ces 80%, ils vont être recherchés auprès d'un pool d'investisseurs, banquiers, investisseurs institutionnels, type Banque africaine du développement. Donc, on parle de ces gens-là. Et ce pool d'investisseurs consent un prêt à la SPV. La SPV le rembourse en fonction des recettes qu'elle va générer avec la personne qui est en bas de ce schéma, donc qui est le client. Donc la SPV vis-à-vis du client, elle fait deux choses potentiellement. Soit elle fournit de l'énergie, qui est rachetée, toutes les quantités d'énergie produites sont rachetées, ou soit, en quelque sorte, elle se loue à un client qui, lui, va bénéficier de l'électricité produite. Donc soit il y a un loyer qui est consenti, soit il y a un client qui paye comme nous, utilisateurs, au kilowattheure ou à la quantité d'énergie consommée issue de la centrale ENR. Donc, le premier intérêt de la SPV, c'est de permettre ces montages de financement que j'ai appelés sans recours. Donc, le pool d'investisseurs vient compléter les CAPEX qui seront mobilisés par la SPV au-delà de l'apport en capital du sponsor et consent ce financement sans potentiellement transfert de la responsabilité du paiement de la dette vers le sponsor. Donc, par rapport à la problématique que soulignait Michel, le financement, ça va se passer par là. Et comment est-ce possible, en fait, qu'un prêteur s'engage par là? Mais en général, les contrats de la SPV en bas avec les clients, ils sont conclus sur des durées pluriannuelles. Ce sont des contrats solides avec un cash flow qui est garanti sur 15-20 ans à des prix qui vont être stables. Donc, le modèle économique, il est plutôt bien posé. Et finalement, que reste-t-il comme risque pour les prêteurs? Eh bien, le fait, si vous voulez, que la SPV, ses actifs disparaissent. Et c'est là que vient intervenir l'assurance, puisque l'assurance, elle va garantir la pérennité dans le temps, à savoir si un dommage majeur venait affecter la centrale, eh bien, c'est l'assureur qui va permettre la réparation en mobilisant les capitaux nécessaires. Deuxième intérêt de la SPV, c'est une coquille, donc c'est une personne morale sans salarié, et c'est une personne morale qui est liquide, puisque dans la SPV, on va mettre, comme je l'ai dit, les actifs, mais on va également mettre tous les contrats, donc qui sont listés en couleur ivoire sur la droite de ce schéma. Donc tout ce qui va permettre à cet actif de générer de l'électricité de manière autonome, indépendante d'un point de vue juridique, compliance, contractuel. Donc on peut bien évidemment lister les actifs, mais la SPV, elle va signer les contrats pour la construction, elle va signer les contrats pour l'exploitation, elle va détenir les autorisations locales émises par les autorités pour exploiter, elle va détenir le contrat de réassurance, potentiellement backé par un contrat de réassurance. Et deux points que j'ai oubliés sur ce schéma, mais qui sont primordiaux. La SPV, elle va également détenir un droit sur le foncier. Donc, soit elle va être propriétaire du foncier, soit par un bail qui lui est consenti par le propriétaire terrien. Et elle va également détenir un contrat d'accès au réseau de distribution d'électricité, dans un cas au raccordement à un réseau national de distribution. Donc, à partir de ça, elle est financée sans recours, premier intérêt, et puis deux, c'est quelque chose d'autonome. Donc, si un jour un sponsor change de stratégie, il va pouvoir revendre sa SPV, la pérennité de son business model, elle est assurée, puisque tous les contrats ont été conclus à ce niveau-là. Est-ce que tu peux dire ce que ça veut dire, à quoi ça correspond, Merci. SPV en sigle? Effectivement, merci Michel pour la remarque. Alors, SPV, c'est un acronyme anglais pour définir ce qu'on appelle un Special Purpose Vehicle, donc ce qui se traduit bien en fait par une société d'investissement, ou qu'on peut traduire en français moyennement par société ad hoc. Mais donc, du coup, c'est une personne morale qui est constituée vraiment dans le cadre de la réalisation puis de l'exploitation d'un projet. Et donc, le dernier point sur ce schéma sur lequel je vais revenir, c'est cette notion de pool d'investisseurs qui va garantir en fait le remboursement du prêt consenti en exigeant de la SPV d'assurer les risques et les biens en phase de construction puis en exploitation via des contrats d'assurance qu'elle va se permettre d'auditer. Et c'est bien normal,
Et donc, c'est là qu'on a en bas à droite le petit rond. Donc, on a un auditeur qui va être nommé soit par le sponsor, soit nommé par le sponsor et validé par le pool d'investisseurs, soit nommé par le pool d'investisseurs. Et une fois qu'on a dit ça, que vous avez ce schéma bien en tête, et ben de la même manière que Ashley a exploré en fait quelques polices d'assurance qui garantissent la SPV, moi je vais vous expliquer quelques répercussions de ce schéma et quel va être le rôle d'un groupement comme Ascoma Verspiren, quelle va être la plus-value pour mettre en place les assurances. Alors déjà quand même un propos liminaire sur ce financement. Donc comme je le dis, le financier va imposer des conditions d'assurance. Nonobstant, vous, porteurs de projet, s'il y en a derrière l'écran, gardez bien en tête que les personnes qui vont financer votre projet y ont un intérêt. Bon, le premier, c'est que, enfin, c'est leur fonds de commerce, si je peux me permettre, de prêter de l'argent et de recevoir le remboursement plus intérêt en retour. Donc ça, c'est un premier intérêt, mais l'investissement dans les énergies renouvelables, il a un deuxième fort intérêt, c'est sa pérennité, dont je viens de parler. Et puis, troisième intérêt, finalement, tous les prêteurs souhaitent faire advenir la transition énergétique et souhaitent une décarbonation de l'économie. Donc, ils ont également des critères à remplir par rapport à leurs actionnaires sur ce point-là. Donc, moi, je rappelle ce propos liminaire pour dire qu'on peut avoir des difficultés parfois avec les exigences en termes d'assurance imposées par les prêteurs. Et bien, ils peuvent se prêter aussi en mettant en concurrence quelques prêteurs lorsque cela est possible. Ce n'est pas toujours possible. Donc ça, c'était un petit propos liminaire. Et une fois que je l'ai posé, on comprend bien la slide suivante. En fait, l'intérêt de faire appel le plus tôt possible à un expert, un groupement comme Ascoma Verspiren, pour traiter les sujets d'assurance. Plus on arrive tôt dans vos négociations contractuelles, que ce soit avec vos prêteurs, que ce soit avec les constructeurs, les bailleurs, toutes ces personnes qu'on avait sur la droite, plus on est capable de vous conseiller et surtout d'éviter que vous alliez dans ce qu'on pourrait appeler un sens interdit, c'est-à-dire vous retrouver avec des obligations contractuelles de prendre des assurances avec un état de marché qui est très défavorable et qui pourrait conduire à des placements très chers, voire des placements impossibles. Donc une fois que j'ai dit ça, eh bien, analyse de la situation, une fois que vous avez ce schéma en tête, et là, Verspiren, Ascoma se pose comme, je laisse la suivante s'il te plaît, en haut à droite, nous sommes le chef d'orchestre pour vous, puisque je le disais, pour que le projet sorte de terre puis soit exploité, différents contrats sont signés avec différentes parties, donc à gauche les prêteurs, puis vous au milieu, donc le porteur du projet et les co-contractants. Vous avez une stratégie de management des risques au sein de votre groupe que vous voulez faire valoir. Le prêteur vous impose des exigences et les parties auxquelles vous faites appel, par exemple dans le cadre du contrat conception-réalisation ou EPC en anglais, ou le contrat OM, Operation and Maintenance, il y a des clauses d'assurance là-dedans. Donc s'il n'y a pas quand même quelqu'un qui prend le temps de lire et de rendre tout ça cohérent, écoutez, on pourrait potentiellement placer une assurance exigée par les prêteurs à des niveaux de franchise qui sont en fait dissonants avec ceux attendus par le contractant général. Donc, il faut un chef d'orchestre. Et nous, par humour, je le définis également, tu peux passer à la slide suivante, comme le SPS, en fait, le coordinateur sécurité et protection de la santé, puisque notre rôle au milieu, c'est d'éviter de vous ronger les ongles et de vous arracher les cheveux en alignant finalement les différentes exigences de toutes les parties prenantes de votre projet et en éliminant les exigences irréalistes. Une fois que j'ai posé, vous avez bien ce panorama en tête, je ne vais pas avoir le temps de détailler tout ce qui pourrait être la clause d'assurance d'un contrat de financement, les clauses d'assurance d'un contrat EPC, mais je vais vous attirer votre attention sur quelques points saillants ou bullet points de différentes exigences, en commençant par celle des prêteurs, s'il te plaît, HLM. Donc, des attentes des prêteurs. Ces attentes, elles sont très généralement listées dans le contrat de financement. En général, on va trouver on va trouver la liste des polices et des garanties attendues. Donc, par exemple, la TRC, TRME mentionnée par Ashley, puis la police BDM en exploitation. Et selon le pays où on est, effectivement, potentiellement, on va demander au maître d'ouvrage de souscrire une police d'assurance des dommages ouvrages ou de prendre un contrat collectif de responsabilité décennale pour l'ensemble des constructeurs. Bref, en tout cas, tout ça va être listé dans cette annexe d'assurance du contrat de financement qui préciseront également qui doit avoir la qualité d'assuré, l'objet de chaque police à mettre en place, les montants qui doivent être assurés, les franchises, les périodes d'assurance et les clauses indispensables. Et dans les exigences, on va retrouver également, les prêteurs vont vous demander de ne travailler qu'avec un panel d'assureurs remplissant certaines conditions de solidité, donc de notation financière. Et enfin, il y aura systématiquement une demande dans ces contrats à ce que le contrat d'assurance finalement vienne recevoir une annexe qui permet un nantissement ou une délégation
des indemnités qui seraient dues par l'assureur à la SPV en cas de sinistre, donc un nantissement au profit des prêteurs. Quelques attentes de prêteurs. Ben, les prêteurs ils vont demander la clause de connaissance des risques qui est assez connue. Donc, si vous voulez protéger le projet vis-à-vis de toute omission dans les déclarations ou choses faites par inadvertance, les prêteurs, par exemple, peuvent demander quelque chose, peuvent demander de l'assurance en première ligne à la SPV. C'est pas forcément indispensable. Par exemple, on évoquait hier avec un prospect commun, avec Ascoma, le fait de placer une assurance en première ligne sur le transport. C'est pas nécessaire dans la mesure où le transport, enfin l'assurance des biens ou en tout cas l'amener des biens sur le site est très souvent dans le scope du contractant EPC. À ce moment-là, peut-être que la sécurité, avec une deuxième ligne sur le volet dommages matériels en cours de transport, est suffisante à partir du moment où on est capable de mobiliser l'extension PEA. Bien évidemment, sur un contrat TRC dont vient de parler Ashley, on va avoir une demande de renonciation à résiliation de la police en cas de sinistre. On a souvent l'habitude de dire en TRME que quand l'assureur commence un projet, il va au bout. Et c'est bien normal, en tout cas, il ne quitte pas le navire en cas de sinistre, hein, parce que sinon, aller retrouver un assureur sur un projet sinistré en cours de construction, les prêteurs vont demander des noms d'échéance de garantie en cas de déclaration tardive de survenance d'un sinistre. Et bien évidemment, comme je le disais, toujours systématiquement une délégation d'indemnité au profit des prêteurs. On n'est là pas dans une liste exhaustive, hein, comme je le disais, on est sur quelques éléments. Voilà, les parties porteuses de projets intéressés peuvent bien évidemment venir vers nous pour recueillir plus d'informations, une information plus exhaustive. Donc une fois qu'on a posé les attentes des prêteurs, quelques attentes des co-contractants qui eux aussi sont en quelque sorte gourmands. Bon, ils souhaitent avoir la qualité d'assuré dans la TRME lorsque celle-ci est prise par le maître d'ouvrage, aucun problème, c'est un petit peu le principe. Par contre, un point saillant sur lequel on attire tout de suite votre attention, c'est lorsque finalement le contractant, donc celui qui va faire la prestation d'exploitation et de maintenance, souhaite également avoir la qualité d'assuré dans l'assurance exploitation, donc bris de machine, souscrite par la SPV. Et bien là, ça ne nous paraît pas forcément une bonne idée, ou à la limite, oui, mais sans abandon de recours vis-à-vis de cette partie. Puisque finalement, c'est l'objet de son contrat de maintenir la centrale et les dommages que le mainteneur peut causer en effectuant la maintenance relèvent de responsabilité, sont l'objet de sa prestation. Donc l'assureur, il est logique qu'il intervienne et qu'il préfinance potentiellement les réparations, mais avec un recours sur le prestataire responsable. Donc peut-être avec une limite de responsabilité, mais en tout cas, clairement, pas être assuré additionnel, full scope, avec abandon de recours. Dans ce cas, finalement, l'aléa moral est important pour le contractant OM qui fait la maintenance, qui se dit, bon, bah, moi, si je fais pas très bien mon travail et je cause des dommages, bah, basta, finalement, c'est l'assurance de mon client qui joue pour moi. Un autre débat de fond, qui peut avoir la qualité d'assurer sur les polices RC à mettre en place, donc aussi bien la RC en phase de travaux que la RC en période d'exploitation. Les prêteurs et sur le marché anglo-saxon, on a l'habitude de partir sur des scopes très larges avec l'assurance RC de tout le monde prise par le maître d'ouvrage. Bon, c'est acceptable, c'est cher, c'est une pratique anglo-saxonne. On peut faire des choses plus optimales lorsque la SPV travaille avec des contractants à fort assise qui apportent déjà des solides garanties RC. Et dans ce cas, pourquoi ne pas assurer la responsabilité de chacun et laisser jouer les polices de chaque groupe? Et des attentes de constructeurs qui peuvent être inacceptables, là, ça peut être surtout sur des éoliens. La foudre, définie comme un événement de force majeure, dans des contrats de fourniture ou d'exploitation de machines éoliennes, et ben ça, oui, mais sous la réserve que l'intensité à laquelle, en fait, la pale ou l'éolienne, l'intensité de la foudre à laquelle le bien a été exposé, dépasse le niveau du système de protection pour lequel il a été conçu. Imaginons qu'on a un impact de foudre très faible, alors que normalement, on a une machine qui est conçue pour le recevoir. Là, en étant constructeur ou mainteneur, on ne peut pas se prévaloir que c'est un événement de force majeure. Normalement, la machine a été définie sur ce scope-là. Et pour vous dire que ce que je dis ne sort pas de nulle part, je vous le prouve avec un extrait de clause d'un contrat de vente de machine que vous voyez en haut, avec la dernière ligne où vous voyez apparaître le mot Lightning. Ici, on a un constructeur de turbine qui a dit, bon, bah, moi, la foudre, c'est force majeure quoi qu'il arrive. Et ben là-dessus, un groupement comme Ascoma Verspiren, avec son expertise technique, ça fait partie des choses qu'ils regardent. Donc, dans ce rôle de chef d'orchestre que je soulignais en introduction, vous faites appel à nous, ça vaut le coup, parce que le conseil va bien au-delà du placement des assurances, des assurances, dont celles mentionnées par Achille. Je ne vais pas vous parler de défauts sériels, pourquoi, je ne sais pas, mais ça vaudrait le coup, mais ça pourrait être très long, surtout s'il y a des questions de l'Assemblée.
Un dernier point peut-être sur les valeurs à assurer. Donc un tableau en cours de transport. Alors, ce qu'on va sortir en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête sur chaque police qu'on va mettre en place, les valeurs qu'on doit définir comme les valeurs assurées sont en fait l'ensemble des coûts qu'on doit remobiliser en cas de catastrophe, donc en cas de disparition complète du projet. Mais en cas de disparition complète du projet, imaginons un incendie majeur, une tornade, les études liées au développement, donc ce que j'appelle le développement, c'est-à-dire l'identification d'une ressource, donc de dire à cet endroit il y a du vent, et les études liées à la concertation locale ou les études de sol, elles ne sont pas à refaire en fait. Le terrain ne va pas bouger parce qu'il y a eu soudain des pluies torrentielles. Par contre, après, quand on rentre dans des prestations d'accompagnement aux travaux, comme la maîtrise d'œuvre ou la coordination sécurité et prévention de la santé, l'AMO pour sa phase chantier, et ben là, on conçoit assez bien que si l'ouvrage disparaît, eh bien, on doit remobiliser ces coûts à côté, en fait, de l'entreprise qui réalise. Donc, il faut les intégrer, sauf bien évidemment en phase transport, où là, la valeur assurée est bien évidemment la valeur des biens jusqu'à leur arrivée sur site et avant leur mise en œuvre. Les actifs sont bien évidemment assurés. Dans les actifs, donc j'entends par exemple la turbine éolienne, mais je peux entendre la structure porteuse des modules photovoltaïques et les modules, et ce qu'on appelle le lot BOP, donc le Balance of Plant. Par exemple, pour une centrale photovoltaïque, ça va être les fondations et la structure porteuse. On va les assurer bien évidemment en construction, en exploitation. Cela fait bien évidemment partie de l'ouvrage. En transport, on va se poser la question dans la mesure où le ciment vient peut-être de pas très loin et les sacs de ciment, ça n'a pas forcément un intérêt primordial de les assurer, dans le sens où on peut s'en fournir facilement et sans retarder le projet. Et le raccordement du projet au réseau, et là, il y a une question à se poser. Et pareil, expertise d'un groupement importante, il faut savoir qui paye en fait ce raccordement. Et en fait, au-delà de qui paye, c'est très souvent le producteur d'énergie renouvelable, mais des fois, il le paye au gestionnaire réseau, qui ensuite initie les travaux sous sa maîtrise d'ouvrage et donc prend la responsabilité de les assurer. Ce qu'il faut bien avoir en tête, il y a quelque chose de sécurisant quand même quand on les intègre en construction ou en exploitation dans les valeurs assurées, c'est le fait que si on a un problème sur ces ouvrages de raccordement dont la propriété passe au gestionnaire réseau, on peut mobiliser les pertes d'exploitation anticipées et les pertes d'exploitation qu'on va assurer sur 12, 18, voire 24 mois en fonction de la durée qui doit idéalement être définie en fait par un auditeur technique, donc à côté de l'auditeur assurance, la durée de reconstruction du bien en cas de sinistre maximum possible. Une fin un peu abrupte, mais voilà. Voilà pour l'expertise conjointe Verspiren Ascoma sur ce sujet et mis en lumière et qui s'inscrit finalement dans des perspectives de développement très importantes en Afrique, sur lesquelles je redonne la parole à Michel. Non, juste, a priori, il y a une petite erreur sur la cartographie d'Ascoma, sur la partie du Sahara occidental, donc je tiens à m'excuser. Effectivement, on n'est pas présent dans le Sahara occidental. Donc, c'est marqué en bleu foncé, mais c'est une erreur graphique, j'ai envie de dire. Voilà. Non, bah, merci beaucoup, Christian. On voit bien, en tout cas, la combinaison, la conjugaison de nos deux forces, donc l'expertise technique standard d'Ascoma et l'expérience africaine, et puis l'expertise technique d'Aspirène et l'expertise sur les ENR. Voilà. Bien évidemment, merci à tous et on prend avec plaisir les quelques questions. Avec pour moi. Est-ce que vous les voyez dans le chat, les questions? Vous avez quelques questions dans le chat? On les a vues passer, mais on ne voit pas. Elles sont plus affichées. On les a vues passer. Je peux vous les transférer. Plus de précision sur le nom du projet photovoltaïque au Maroc. Donc le taux TRM à 370 000, effectivement, si vous vous rappelez bien, on parlait d'une centrale photovoltaïque flottante et un taux à 370 000, c'est un taux bien négocié par Ascoma, puisque sur du flottant, enfin c'est assez cohérent, sur du sol, des centrales photovoltaïques au sol, on est sur des taux qui sont inférieurs en général. Donc c'était pour Monsieur Agossou. Non, c'est pour Abdella. C'est le nom du projet, en fait. Pardon. Et lui, il a une question sur les polices d'assurance recommandées.
hors TRCME et RCD, quid des polices CCRD, selon le seuil des montants des travaux engagés, RC en phase d'exploitation, de la RCAE, pollution environnementale, DTPE, selon les types et phases des projets. Alors, c'est la question de qui? Dagosu, des Eli. D'accord. Alors, comme on le disait, hein, Ashley n'a pas mentionné une liste exhaustive des polices à souscrire. Et bien évidemment, le contrat commun de responsabilité décennale, contrat collectif de responsabilité décennale, bah, ça va dépendre en fait du pays dans lequel on travaille, hein, puisque la décennale, ce sont des notions quand même qui découlent du Code civil et de l'article 1792 du Code civil français, qu'on va pas retrouver dans des pays comme l'Afrique. Donc, on peut pas, c'est pour ça qu'on n'est pas parti sur cette liste exhaustive. Après, toutes les polices mentionnées, multirisque atteinte à l'environnement, CCRD dans les pays où c'est nécessaire, bien évidemment, en fonction des capitaux investis. Est-ce que nous Hmm. pourrions avoir la présentation? C'est à la discrétion, j'imagine, de Viviane. Ouais. Euh, Il y a une Alors, question on avait la, d'Antonin la Amani. personne de la série. Ouais. J'ai vu passer le DG Antonin, oui. Ouais. Oui, Alors, vous la voyez? j'effectue de nombreuses missions dans les centrales solaires PV, aussi bien en construction, qui montrent les besoins. Notamment, au vu des sinistres des dernières années en Afrique de l'Ouest, il est important d'associer à la TRME le risque management project pour permettre une prévention efficace de la construction. Ben, on ne peut que souscrire à se dire, hein, puisque l'assurance c'est un bon moyen de transfert de risque, mais c'est pas le seul et unique. Et finalement, l'assurance, j'ai envie de dire, elle est la meilleure quand elle sert pas, aussi bien pour la compagnie d'assurance que pour celui qui s'est assuré. Donc, bien évidemment, toutes les études et tout ce qui peut être fait en amont pour diminuer l'exposition au risque est plus que bienvenu. Hier, on était en cas pratique avec Christian sur un projet au Burundi, un gros projet, un projet de 10 mégawatts En hydro, en hydro. Est-ce que tu peux nous parler peut-être un peu de la DSU? bien évidemment. Ouais. Donc, DSU, donc Delaying Startup, équivalent, acronyme anglais équivalent de PEA. La Delaying Startup, en fait, elle sert à couvrir le préjudice financier que subit la SPV du fait d'un retard dans la mise en service qui résulterait d'un dommage matériel assuré. Donc, cette DSU, Delaying Startup, on peut la retrouver aussi bien sur la phase transport des biens, puisque un événement qui surviendrait en cours de transport est sur un composant, on va dire un composant critique. Par exemple, on peut parler sur une grosse centrale du transformateur HTB. Et ben, si ce bien est endommagé ou tombe à la mer en cours de voyage maritime, le projet va prendre le temps de reconstruction de ce transformateur en retard, donc potentiellement de 12 mois. Et donc là, ce temps de retard ne permettra pas au projet de dégager les recettes espérées à l'heure espérée et de commencer à rembourser son prêt dans l'échéancier défini. Et bien dans ce cas, finalement, ce sont les indemnités qui vont être versées par l'assureur au titre de la DSU qui vont être mobilisées. Et le schéma est bien évidemment analogue en période de construction avec IAR, donc l'acronyme anglais équivalent de TAME, plus DSU. Mhm. Il y a une autre question qui vient de pop-up là. C'est sur les appels d'offres, c'est ça? Alors absolument pas, puisque comme je le disais à l'introduction, on peut avoir des porteurs privés, on voit Michel qui vient de la mine, on voit pas mal ça, des grandes compagnies minières en fait qui veulent pareil assurer leur accès à l'électricité et qui payent sur leurs fonds et sans appel d'offres font appel à des constructeurs et à des développeurs de projets énergie renouvelable pour venir installer, par exemple, une centrale solaire en voisinage d'une mine, expertise commune qu'on a eue avec Ascoma sur un cas en Mauritanie pour une mine d'or. Ou qui réhabilitent des barrages abandonnés hydro pour effectivement pour arrêter d'acheter des super groupes électrogènes qui consomment énormément et voilà, ça représente un capex énorme. Donc, L'enjeu des appels d'offres, comme on peut les connaître, c'est finalement, c'est sur ce schéma, on revient, c'est la sécurisation des recettes sur le long terme. Effectivement, si un développeur photovoltaïque n'est pas capable de trouver quelqu'un comme un mineur à côté de l'ouvrage pour acheter la recette sur 10-15 ans, donc amortir en fait les capitaux et les emprunts contractés par la SPV, bien évidemment, les mécanismes de garantie par l'État du paiement de la production sont des bons accélérateurs du déploiement des énergies renouvelables. Il y avait une question juste en haut, juste avant la question sur les appels d'offres.
Je sur viens de dire. l'intégration des recours de perte d'exploitation. Comment pouvez-vous intégrer? Les recours. Et du coup, c'est une bonne remarque, mais finalement, la garantie, elle n'est pas souscrite là, en l'occurrence, par le constructeur, elle est souscrite par le maître d'ouvrage. Et le maître d'ouvrage n'engagera pas de recours au-delà de la responsabilité contractuelle du fournisseur ou de l'installateur du matériel. Mais par contre, il peut engager un recours dans le cadre du contrat. Dans la limite du contrat, imaginons l'installateur ou le producteur en question n'honore pas ses engagements contractuels, et bien finalement, l'assureur va préfinancer, puis exercer un recours. Même si le bien est sous garantie, il y a un préjudice et il y a une limite de garantie. Une autre Donc, question sur la souscription d'une RC séparée, ou celle incluse, pardon, alors ou celle incluse dans la TRC TRM. Est-ce qu'elle est de suffisante? base, de base, la RC n'est pas incluse dans la TRC TRM, c'est une extension à négocier. Par contre, on peut avoir des cas de figure. On pourrait chercher sur le marché une police uniquement pour la RC de l'ensemble des intervenants ou pour la RC du maître d'ouvrage. Mais la pratique et la facilité va quand même être de la mettre en place dans le même contrat que la TRC TRM. Pour négocier le montant de garantie. Ensuite, les appels d'offres. Alors là, aucune idée. C'est vraiment pays par pays, État par État. Moi, j'ai entendu parler récemment je crois, au Togo, de l'État togolais qui lançait des appels d'offres. Je ne sais pas sous quelle forme, mais alors vous dire quel site, là, c'est pas forcément Ascoma et BSPN qui sont les mieux placés, mais j'imagine qu'il doit y avoir comment dire, des groupements d'intérêt qui sont représentés de producteurs d'énergie renouvelable, de développeurs en Afrique qui permettent d'accéder à ce type d'informations. Mm. Alors, je n'ai pas forcément compris cette question. Ah, les projets, nos références communes. Nos références communes, elles sont souvent, par exemple, le dossier sur lequel on travaillait donc hier avec Michel et Ashley, on va être sur la mise en place standalone de police d'assurance, dont on ne sait pas encore à ce stade si on va partir sur quelque sorte de la capacité, ouais, ou de la capacité apportée depuis le continent européen, ou si on va la construire à l'envers à partir Du continent africain. du continent africain. Donc à ce stade-là, en tout cas, c'est pas dans un programme pour cette personne. Et je vois pas mal de producteurs dont les projets sortent du cadre de leur police groupe, de leur police groupe, et donc dans ce cas, on part sur des constructions standalone qui répondent en plus aux exigences des prêts. Et merci pour toutes ces questions et de l'intérêt du public. Oui. Est-ce Est-ce qu'au que vous niveau avez d'autres du, questions? Je pense pas. J'en ai pas vu d'autres. au niveau du bureau, du club, vous avez des questions? Je sais pas si Marc est connecté. Si on n'a plus d'autres questions, je pense que Je lève le... on va lever le stylo, comme on dit. On vous Le remercie. micro. On va rendre le micro. Le micro Bien. à vue. Ben, merci à vous. Dans tous Merci à les cas, vous. la rediffusion du webinaire, enfin le webinaire, donc la rediffusion sera mise à disposition via le club, vous l'aurez également, ainsi que la présentation. Je peux la diffuser, si je peux la diffuser en l'état, sauf si vous avez besoin de la modifier avant. On mettra tout en accès via le site. Merci à tous les trois. Merci Merci à Merci beaucoup. à vous. toi, Merci Viviane. encore au Club Franco-Risque de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur le sujet. Et Nous puis, avoir... n'hésitez pas, s'il y a d'autres questions, il y a mon adresse mail, viviane.labonne@clubfrancoris.com. Je la transmettrai
À vous, messieurs, dames. D'accord. Eh bien, merci encore. Et restez branchés, si je Merci peux dire. beaucoup. Merci Restez à vous branchés au tous. club et puis Les doigts suivez dans les la frite, actualités cher d'Ascom Viviane. International. Et Merci ce à soir, tous. le cocktail de la marée, Viviane. Voilà, rendez-vous. Rendez-vous, à tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est la journée scientifique de l'Amraillé et le cocktail traditionnel annuel qui suit. Oui. Merci à tous. Merci. Belle Très, très journée à bonne tout le journée. monde. Merci Merci. beaucoup. Merci Au encore. revoir. Le deuxième qui doit fermer le...